J'aimerais souhaiter la bienvenue à tout le monde qui s'est joint à nous aujourd'hui pour cette conférence conjointe, peut-être probablement la première de plusieurs, avec l'OPSA, qui est l'Observatoire de la politique et la sécurité de l'Arctique, et l'OAPA, donc l'Observatoire sur les administrations publiques autochtones. Mon nom est Mathieu Landriot, je suis directeur de l'OPSA. Aussi professeur associé, tout fraîchement, à l'École nationale d'administration publique. D'abord, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence qui, je l'espère, va susciter une réflexion, une discussion aussi sur comment la COVID-19 a été vécue dans la région arctique, mais aussi l'après, parce qu'on se dirige vers ça lentement avec la vaccination, surtout dans certaines régions arctiques précises. La vaccination va très bon train. Donc, ça arrive rapidement. La conférence est surtout pour réfléchir, d'ouvrir sur la prochaine année, sur les prochains mois qui s'en viennent, à comment certaines réalités vont être vécues. Sur cette note, par contre, je vais laisser la parole à Jean-François Payette, qui est directeur scientifique à l'OPSA, pour présider la séance et aussi pour enchaîner avec les différentes présentations. Merci à tous d'être ici. Merci beaucoup, Mathieu. Donc, comme Mathieu vient de le mentionner, le thème d'aujourd'hui, donc, de la conférence, c'est « Penser l'après-COVID dans la région arctique ». Et pour y réfléchir, donc, à l'après-COVID, donc, dans la région arctique, qui a été particulièrement impactée de différents effets de cette pandémie mondiale. Nous avons 5 intervenants aujourd'hui. Jean-François Savard, Louise Nachet, Magali Vuillerme, Alain Grenier et Christina Bouchard, qui, à tour de rôle, donc, vont intervenir sur les différents enjeux que la COVID donc, a pu avoir, les différents impacts que la COVID a pu avoir donc, dans la région arctique. Et pour commencer tout de suite, j'inviterai donc Jean-François Savard, qui est professeur agréé donc, à l'École nationale d'administration publique, à intervenir sur la question de la pandémie dans l'est de l'Arctique nord-américain, les mesures et le potentiel pour la relance. Alors, Jean-François Savard, je vous en prie, la parole est à vous. Alors, je vous remercie. Je rappellerai juste une petite seconde avant, je suis désolé. Disons, on va s'entendre pour une quinzaine de minutes d'intervention à peu près. Et je vais prendre les questions seulement à la fin, si vous êtes d'accord, parce qu'on a quand même 5 panélistes aujourd'hui et on risque sinon d'avoir une conférence, un colloque qui va durer peut-être 3 heures, 4 heures au lieu de durer 2 heures. Donc, on va essayer donc de respecter le temps pour que ça soit le plus dynamique possible. Alors, vous avez une quinzaine de minutes. Monsieur Savard, je vous en prie. Parfait. Je vous remercie. Alors, normalement, vous voyez maintenant mon écran. Ce n'est pas le cas, dites-le moi. Alors, ce qu'on vous présente aujourd'hui, en fait, c'est le début d'une recherche. Des résultats préliminaires. Une recherche qui s'effectue sur 2 ans. Donc, nous n'avons pas encore déposé notre premier rapport, mais ce qu'on vous présente, c'est les résultats qui seront dans notre premier rapport. Et donc, nous, ce qui nous intéressait ici, c'était de voir un peu comment a été gérée la pandémie dans l'est de l'Arctique nord-américain et les mesures de relance potentielles qui se dessinent à l'horizon. Voilà. D'accord. Alors, juste pour qu'on se situe bien, ce que nous, on définit comme étant la zone de l'Arctique nord-américain, c'est la partie constituée du Nunavut, du Nunavik, du Labrador et du Groenland. Donc, c'est juste géologiquement, c'est assez juste de considérer le Danemark comme étant dans l'Amérique du Nord. Politiquement, on a décidé de le faire quand même, parce qu'il y a quand même des liens entre le Groenland et les zones arctiques canadiennes. Éventuellement aussi, nous aurons des données. Nous n'avons pas encore de données sur l'Alaska, mais éventuellement, nous aurons aussi des données sur l'Alaska.
Donc, les premières réactions, ce qu'on a vu dès le début de la COVID, et qui sont généralement assez communes dans toute cette zone, c'était des fermetures temporaires de commerce, écoles. Rapidement, on a mis en place des stratégies de dépistage, d'isolement. Et donc, c'est ici, finalement, des stratégies qui sont assez similaires à ce qu'on a vu dans le sud du pays et dans la plupart des pays du monde entier. Par contre, un élément qui a été plus saillant et surtout beaucoup plus rapide à s'imposer dans l'Est d'Amérique du Nord, dans l'Est de l'Arctique, c'était une forte limitation des déplacements et des rassemblements. Non seulement des déplacements vers le nord, par exemple, la fermeture des frontières du Groenland, les fermetures complètes du Nunavut, mais même à l'intérieur de ces territoires-là, on a isolé les communautés. On n'a pas permis aux communautés de se déplacer pour éviter, par exemple, que si quelqu'un euh, avait la COVID, qu'il puisse transporter la COVID avec lui vers d'autres communautés. Donc, si on veut comparer, par exemple, le Groenland et le Nunavut en termes de mesures, on voit que, bon, au Groenland, on a rapidement obligé tous les visiteurs à présenter un test négatif. Le test devait avoir été fait moins de 5 jours avant le déplacement. Maintenant, c'est à 3 jours. Quarantaine de 5 jours à l'arrivée. Donc, quand vous arrivez au Groenland, vous êtes obligé de faire une quarantaine de 5 jours et test à la fin de la quarantaine. Donc, vous devez, pour vous sortir de votre isolement, vous devez présenter un test négatif. Au Nunavut, on a adopté une logique, une stratégie différente. On a créé des centres d'isolement en utilisant des hôtels pour les travailleurs du Sud ou pour les Nunavois qui travaillaient au Sud. Alors, on a trouvé ces centres d'isolement à Winnipeg, Montréal, Yellowknife et Edmonton. Et les gens devaient rester à l'hôtel pendant 14 jours et à la fin de leur quarantaine de 14 jours, ils pouvaient prendre un avion pour se rendre dans le nord. On tenait pour acquis que s'ils n'étaient pas malades après 14 jours, donc ils n'avaient pas la COVID, ils pouvaient rentrer au Nunavut. Donc, par contre, on n'a pas fait de test de dépistage, on a fait des suivis de symptômes et une prise de température. Donc, une stratégie ici qui est quand même un peu différente par rapport à celle du Groenland et peut-être un peu risquée parce qu'on peut avoir été asymptomatique et avoir transporté la maladie parce que en faisant que le suivi des symptômes, ben, on ne voit pas nécessairement si la personne amène la COVID ou non et c'est peut-être une des raisons pour laquelle la COVID est rentrée au Nunavut. Sur le plan des mesures économiques, on a mis rapidement aussi des plans d'aide aux entreprises, par exemple, pour soutenir les PME, certains secteurs ciblés. Alors, rapidement, les industries de transport, hôtellerie et restauration sont les secteurs qui ont été les plus touchés par la COVID, évidemment. Et puis, pour le secteur minier, on a mis en place certaines mesures, par exemple, qui permettaient d'isoler les travailleurs. Donc, on a pu poursuivre de cette façon-là l'extraction minière. Dans d'autres mesures aussi, on a mis on a instauré des reports pour le paiement de permis, les impôts, les taxes, etc. Donc, pour donner un peu un allègement aux gens. Rapidement, on voulait vous montrer ici un peu l'évolution de la maladie sur les différents territoires. Donc, on voit ici, c'est souvent des questions de plateau. Donc, ce qu'on voit ici, c'est un peu on a une forte croissance à partir je dirais, dans la deuxième semaine de mars en 2020. Et puis, rapidement, on atteint un plateau. Puis, encore une fois, une petite progression, un plateau. Bon. Et donc, ce qu'on voit ici un peu, c'est la stratégie qui était adoptée au Groenland, justement. C'était, bon, il peut y avoir des personnes asymptomatiques qu'on n'a pas trouvées même dans les tests qui sont arrivés, mais en tout, jusqu'au 16 avril 2021, on n'avait eu que 31 cas quand même au Groenland. Au Nunavik, ouais, le nombre de tests qui a été fait au Nunavik. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a limité, les chiffres remontent à avril 2021, si je ne me trompe pas. Ce qu'on a vu, en gros, Nunavik, c'est 46 cas au total. Le Nunavik est une région du Québec. Quand on compare à l'ensemble du Québec, par 100 000, on voit que la stratégie du Nunavik a quand même été quand même beaucoup plus efficace pour je dirais, limiter la propagation de la maladie que ce qu'on a pu voir ailleurs au Québec ou ailleurs au Canada.
Le Nunavut, encore une fois, c'est la même chose. Bon, le Nunavut a été beaucoup plus affecté par la COVID que les autres territoires, surtout dernièrement. Quand on voit par 100 000, le nombre de cas est quand même beaucoup plus élevé, par 100 000 évidemment, mais ça reste, encore une fois, quand on compare avec la population en général, ça reste des territoires qui, somme toute, ont été épargnés par la COVID. La difficulté avec Terre-Neuve et Labrador, c'est que nous, on s'intéressait surtout au Labrador, mais dans la zone où la zone statistique où on voit où on comptabilise les cas du Labrador, il y a une petite partie de Terre-Neuve qui est aussi calculée là-dedans. Donc, on n'a pas des chiffres exacts seulement pour le Labrador. Mais quand on compare, par exemple, le Labrador au reste de Terre-Neuve, où la maladie a surtout été, elle a surtout touché le, sur la région de la capitale donc Saint-Jean, à Terre-Neuve, on voit quand même que le Labrador, de façon générale, a quand même été plus épargné que le reste du Canada. Donc, on voit ici, c'est ce que je vous disais, là, le Labrador avec cette partie-là ici, qui a quand même été touchée durement, cette partie-là ici, par la COVID. Donc, c'est ce qui peut-être fausse un peu nos données sur le nombre de cas réels dans la région du Labrador. En termes de relance, bon, au départ, rapidement, on va voir la relance dans les territoires nordiques va commencer quand même assez rapidement, euh, quelque part entre mai et juin 2020. Par contre, des fois, ça va être suivi par une petite période de retour à des restrictions, puis à nouveau une relance. Donc, dans les mesures de relance, on va voir évidemment réouverture des commerces, mais avec des restrictions, reprise des vols, quoique dernièrement, on a refermé les vols vers le Nunavut. Ensuite, mesure de suivi avec test des travailleurs. Donc, ça, c'est peut-être une des mesures qui a été les plus efficaces. Pour les jeunes, pour pouvoir les isoler, on leur a permis de mettre en place un programme avec des iPads, accès Internet, donc pour les élèves de 11e et 12e année. Programme de soutien des travailleurs essentiels dans des secteurs clés. Je pense ici notamment à la santé. Mais de façon, je dirais, plus structurelle, ce qui est intéressant, c'est de voir la création de plans de rétablissement et de résilience des industries touristiques et culturelles. Donc, on a développé des plans qui touchent spécifiquement ces secteurs-là, avec des fonds d'aide aussi à la relance des entreprises. Et donc, ça, c'est vraiment des fonds structurels, c'est-à-dire dans le sens où ce n'est pas quelque chose pour soutenir pendant la crise, mais vraiment des mesures qui ont été mises en place pour aider à la relance après la crise. Donc, comment on fait pour ramener le tourisme? Comment on fait pour... quels sont les investissements qu'on va faire pour maintenir ou développer les marchés dans nos PME? On a aussi, bon, report de paiement de prêts de fonds d'investissement aux entreprises. Il y a eu un programme de soutien pour les factures d'électricité, programme d'appui aux étudiants, rapport de paiement de certains frais pour les entreprises. Et là, dernièrement, un nouveau programme de soutien à l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie pour ne pas perdre ce secteur-là, qui est un des secteurs du développement économique le plus important dans les territoires nordiques. Et surtout, programme d'appui aux jardins communautaires, mais surtout des programmes d'appui et de relance pour les entreprises minières, qui sont un des moteurs économiques des territoires nordiques. Donc ça, c'était intéressant. Ce qui peut être intéressant aussi à noter, c'est qu'il y a un des programmes Nunavut où on a simplement complètement isolé les travailleurs pour qu'ils puissent continuer à travailler dans les mines plutôt que de leur permettre de rentrer, revenir, rentrer, revenir. En termes d'analyse, donc les points communs, ce qu'il faut garder en tête, c'est la faible capacité hospitalière et bon, l'éloignement des communautés. Alors, l'éloignement ici a servi un peu d'avantage à ces communautés-là parce que quand vous êtes éloigné, quand vous êtes isolé, c'est beaucoup plus facile de contenir la maladie. Donc, on rentre difficilement en voiture de Montréal à Reykjavik, pas Reykjavik, excusez-moi, Iqaluit. Donc, on rentre difficilement en voiture, donc c'est beaucoup plus en avion qu'on rentrait sur ces territoires-là, spécifiquement le Groenland. Donc, c'est beaucoup plus facile de contenir et de limiter les déplacements. Et ça s'explique pourquoi on a rapidement fait ça. C'est parce que la capacité hospitalière est très faible dans les communautés nordiques. Par contre, ce qui est intéressant de noter, c'est que
autant en ce qui a trait à la santé et l'éducation, on a vu une certaine autonomie des territoires dans les décisions qui ont été prises. Autant tout ce qui concernait les mesures économiques était très dépendante, en fait, du Sud. Donc, par exemple, tout ce qui est financement, tout ce qui est soutien économique, donc toutes ces mesures-là dépendaient véritablement des gouvernements du Sud. Bon, comment ça s'explique? Dans les éléments à retenir, le Groenland, en ce moment, vit un fort mouvement, en ce moment, depuis quand même quelques décennies, vit un mouvement d'autonomisation, d'autodétermination. Et donc, le Groenland, dans les décisions qui ont été prises au Groenland, il y avait une affirmation d'autonomie qui est palpable, qu'on peut voir. Et on a vraiment tenté de limiter le plus possible, je dirais pas l'ingérence, mais l'action du Danemark à l'égard du Groenland. Cette variable d'autonomie-là, elle existe dans les territoires du Nunavik et du Nunavut, mais elle est peut-être moins saillante. D'abord, le Nunavut est en soi un territoire avec son propre gouvernement. Le Nunavik est une région relativement autonome. Et donc, ils ont plus facilement accepté un peu l'appui, surtout au niveau des appuis financiers des gouvernements du Sud. Le Labrador, ben, lui, dépend entièrement des décisions qui étaient prises à Saint-Jean. Donc, ces variables politiques ont quand même joué dans le choix des mesures, dans le choix politique des mesures et dans le choix des relances. Bon, évidemment, comme je disais tantôt, dans les défis communs, les mesures sanitaires et l'autonomie des agences locales et régionales qui permet justement de pouvoir prendre des décisions sans avoir à attendre la décision d'un gouvernement central qui serait dans le Sud. Donc, ça a beaucoup aidé les territoires du Nord à réagir rapidement à la COVID. Par contre, dans les mesures économiques, comme je disais tantôt, il y a vraiment un renforcement des logiques Nord-Sud. Là, le Nord était réellement dépendant de ce que pouvait apporter le Sud. Par exemple, au Canada, on pense à la PCU ici. Dans les autres, au Groenland ou dans d'autres territoires, on pense au programme d'aide pour le tourisme, le transport, l'hôtellerie. Donc, ces programmes d'aide-là dépendent de l'argent qui vient du gouvernement fédéral essentiellement. Pour les ressources naturelles, quand on pense par exemple aux mines, comme il y avait déjà un certain isolement assez naturel des travailleurs, c'était plus facile de maintenir ce secteur ouvert-là. Donc, mais il fallait les maintenir. C'est la même chose avec les pêches. Là, quand vous êtes un petit groupe dans le bateau, assez isolé, donc ça fait des industries dans le Nord qui étaient quand même relativement protégées des problèmes engendrés par la COVID. Maintenant, si on regarde les succès, les limites, bon, la fermeture des frontières donnait un très bon résultat au Groenland, au Nunavik et au Labrador. Au Nunavut, ça a bien marché jusqu'en novembre. Après, qu'est-ce qui explique ça? Probablement les procédures d'isolement ou de protection des frontières qui étaient assez différentes. Comme j'ai expliqué tantôt, au Nunavut, on vérifiait les symptômes. Au Groenland, on demandait des tests. Au Nunavut, l'isolement était fait dans le sud, ce qui était quand même plus risqué parce que vous avez plus de gens à l'hôtel, etc. Au Groenland, l'isolement était fait sur place. Donc, ça permet d'encore mieux, je dirais, limiter les déplacements, limiter la maladie. En ce qui a trait au plan de relance, l'accent a été mis jusqu'à présent surtout sur la relance économique. Ça, c'est intéressant. Et donc, on ne voit pas de plan, par exemple, de dire il faudrait peut-être améliorer nos capacités hospitalières, nos capacités sanitaires, parce que là, on a vu qu'on a rapidement atteint les limites, ou en tout cas, on voyait rapidement les limites de ce qu'on pouvait faire sur le plan sanitaire. S'il y avait eu, par exemple, une flambée de cas, on passe aux variants en ce moment, c'est une flambée de cas dans le Nord, ça va devenir rapidement compliqué parce qu'on n'a pas les capacités pour le soutenir. En termes de vaccination, on a vu que au Canada, les territoires nordiques ont rapidement été priorisés. Alors, on est monté très rapidement des 20, 30, 40 % de la population vaccinée, alors que dans le Sud, on n'atteignait pas encore, dans la plupart des provinces, un 8 à 10 % Au Groenland, par contre, c'est cette logique d'autonomie. Le Groenland gérait lui-même sa campagne de vaccination. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y a une inadéquation avec le Danemark. Les taux de vaccination au Danemark ont monté beaucoup plus rapidement qu'au Groenland. Et là, ici, on voit les taux de vaccination.
qu'on est allé chercher au 29 avril 2021 ou 24 avril 2021. Donc, c'est sûr que là, depuis, le portrait a changé un peu, les taux ont monté, mais on voit un peu, on voit rapidement ici donc, comment les taux ont monté rapidement dans le nord, mais le Groenland s'y fait exception. Ce qu'on voit en termes de réouverture, c'était à géométrie variable. Et qu'est-ce que ça a donné? Ben, le Nunavut regain de la propagation dernièrement au Nunavut, ce qui nous oblige à revenir vers des mesures plus sévères pour contenir cette éclosion-là. Alors que les vols ont repris au Groenland seulement le 3 mai et c'est vraiment très, très, très limité. Il ne peut pas avoir plus que 600 passagers par semaine. Donc, on est vraiment encore dans une logique ce que j'appelle une logique de déplacement de compte-gouttes. On contrôle beaucoup plus facilement ces déplacements-là. Et dans les limites, c'est l'activité économique. Donc, ici, l'enjeu des croisières est important. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va revenir là-dessus sur cette question-là un peu plus tard. Là, mais par exemple, alors que les croisières sont interdites généralement sur le territoire canadien, il y a quand même des bateaux qui passent, des bateaux de croisière qui vont passer dans le nord. Et ça peut potentiellement poser un risque ou représenter un danger pour les habitants du Nord. Voilà. Encore une fois, c'est une analyse un peu sommaire parce que ça n'était que des résultats préliminaires et d'ici un an, on devrait arriver avec un deuxième rapport qui soit beaucoup plus étoffé, avec une analyse beaucoup plus détaillée, plus élaborée. On pourra présenter, on l'espère, quelque chose d'encore plus intéressant. Merci beaucoup. Super, merci beaucoup, Jean-François Savard. Très intéressant. Et on voit les leçons que l'on peut commencer déjà à tirer des différentes mesures et l'aspect comparatif, c'est vraiment fort intéressant. Et j'ai déjà un certain nombre de questions sur lesquelles je vais revenir après parce que je suis intrigué de savoir si on inspire souvent, bon, des fois le Nord, mais si les mesures qui ont été prises par le Nord ne pourraient pas éventuellement être appliquées dans le Sud, parce qu'on a vu que tout de même, il y a des résultats intéressants qui ont été pris et de voir là, les comparatifs que l'on peut faire là, entre deux régions nordiques. Là, vraiment, là, j'ai beaucoup de questions qui me viennent en tête sur lesquelles je vais revenir après les conférences.